La lourde porte en fer de la prison à sécurité maximale s'est ouverte en grinçant, libérant une femme svelte d'âge moyen. Imani Dio se tenait au seuil d'une nouvelle vie avec un seul désir brûlant, oublier les 8 années de cauchemar qui l'avaient transformée, d'épouse heureuse, en présumée meurtrière de son propre mari. Le soleil de septembre a momentanément aveuglé ses yeux, peu habitués à la lumière vive. Serré dans ses mains, un sac de sport usé contenant ses quelques possessions et une enveloppe remplie d'argent liquide, qu'elle avait économisé en travaillant pendant des années dans l'atelier de confection de la prison. Seulement $30 000, toute sa fortune après 8 ans de vie. Imani marchait lentement le long du chemin poussiéreux menant de l'établissement à l'arrêt de bus. Chaque pas semblait lourd, non pas physiquement, mais moralement. Le monde avait changé durant ces années, mais elle restait la même femme de 30 ans arrêtée parce qu'on la soupçonnait d'avoir tué son mari. Maintenant, elle en avait 38 et devant elle se trouvait l'inconnu terrifiant. Les souvenirs de cette terrible nuit la hantaient encore. Il y a 8 ans, elle et Kéro s'étaient disputés pour de l'argent. Il était rentré tard, empestant l'alcool et une eau de Cologne inconnue. Imani lui avait crié dessus, exigeant une explication sur l'endroit où il dilapidait les économies de leur famille. Kéro avait répliqué sèchement. Il avait commencé à agiter les mains et après cela, elle ne se souvenait que d'une douleur aiguë à l'arrière de la tête et de l'obscurité. Elle s'était réveillée au son des sirènes d'ambulance et de police. Kéro gisait sur le sol dans une mare de sang. À côté de lui se trouvait un tisonnier ensanglanté. Les voisins, entendant les cris et le bruit, avaient appelé les services d'urgence. « Vous avez tué votre mari dans un état de capacité diminuée », a déclaré le détective Darius King le lendemain. Les preuves étaient irréfutables. Ses empreintes digitales sur le tisonnier, le sang de son mari sur ses vêtements et les témoignages des voisins sur leur dispute conjugale. Son avocat commis d'office, un jeune avocat inexpérimenté désigné par l'État, n'a même pas essayé de monter une défense sérieuse. 8 ans dans un établissement à sécurité maximale pour homicide involontaire. Dans un moment de passion, a prononcé le juge lors de la sentence. Imani se souvenait de ses jambes qui fléchissaient, de la salle d'audience qui devenait floue devant ses yeux. Elle a crié qu'elle était innocente, qu'elle ne se rappelait pas comment c'était arrivé, mais personne n'écoutait. En prison, les premiers mois ont été les plus difficiles. Imani ne pouvait pas accepter l'idée qu'elle était capable de tuer qui que ce soit, surtout Kéro, qu'elle avait aimé autrefois. Oui, leur mariage battait de l'aile depuis les 2 dernières années. Oui, son mari avait commencé à boire et à rentrer tard. Mais le tuer semblait impensable. Avec le temps, elle a appris à survivre à l'environnement carcéral. Elle travaillait à l'atelier de couture, lisait des livres de la maigre bibliothèque et correspondait avec les quelques amis qui lui restaient. Peu à peu, les lettres se sont raréfiées puis ont cessé complètement. Les gens oublient, c'est naturel. Le seul point lumineux dans les journées grises de la prison était son amitié avec Ayana, une femme plus âgée purgeant une peine pour des crimes en col blanc. Ayana est devenue le mentor d'Imani, presque une mère. C'est Ayana qui lui a appris à ne jamais perdre espoir et à croire en la justice. Nita, lui disait Ayana en utilisant son surnom, la vérité remonte toujours à la surface comme l'huile sur l'eau. Tu dois être prête pour ce moment. Ayana avait été libérée sur parole il y a 3 ans. En cadeau d'adieu, elle a donné à Imani un petit médaillon de Sainte Thérèse et a chuchoté, « Quand tu sortiras, la première chose que tu dois faire est de visiter la tombe de ton mari. Demande-lui pardon, non pas pour l'avoir tué, mais pour ne pas avoir pu le sauver de la vie qu'il a choisie. » Maintenant, debout à l'arrêt de bus, attendant un trajet vers la ville, Imani serrait fermement ce même médaillon dans sa poche. Le bus est arrivé avec 30 minutes de retard, le chauffeur, un homme âgé aux yeux bienveillants, a eu pitié d'elle quand il a appris d'où elle venait. « Tout va bien maintenant, ma chère » a-t-il dit. « Votre vie ne fait que commencer. L'essentiel est de ne pas laisser l'amertume prendre racine. » Le trajet vers la ville a duré 2 heures. Imani regardait le paysage défiler par la fenêtre, pensant qu'elle n'avait maintenant plus de maison, plus de travail et plus de famille. L'appartement qu'elle et Kéro avaient loué avait été perdu immédiatement après son arrestation. Ses parents étaient décédés avant son mariage. Elle n'avait pas d'autres parents. En ville, elle est allée directement chez un fleuriste. Elle a choisi un modeste bouquet de 6 chrysanthèmes blancs, la seule chose qu'elle pouvait se permettre. La jeune vendeuse a regardé curieusement ses vêtements usés et son visage pâle. « Pour une tombe ?» a-t-elle demandé avec sympathie. « Pour mon mari » a répondu sèchement Imani. Le cimetière était situé à la périphérie de l'arrondissement.
Imani s'y est rendue en prenant 2 bus différents, économisant chaque centime. Le soir approchait quand elle a enfin atteint les portes du parc commémoratif d'Oakwood. Le gardien, un homme trapu d'environ 45 ans, était assis dans sa cabane en train de lire un journal. Voyant Imani avec des fleurs, il a hoché la tête et lui a fait signe de passer. La tombe de Kérodio se trouvait dans un coin éloigné du cimetière, parmi de simples parcelles funéraires sans monument coûteux. Il y a 8 ans, Imani n'avait pas été autorisée à assister aux funérailles. Elle faisait l'objet d'une enquête. Maintenant, pour la première fois, elle voyait le dernier lieu de repos de son mari. Une simple plaque en métal avec son prénom, son nom de famille et ses dates de vie. Kérodio, mari et fils bien-aimé. Imani a esquissé un sourire amer. Mari bien-aimé. Si ceux qui avaient écrit ces mots savaient comment les choses étaient vraiment. Elle s'est agenouillée devant la tombe et a commencé à arracher les mauvaises herbes qui avaient poussé durant des années de négligence. Personne n'avait entretenu la tombe. Les parents de Kéro étaient morts depuis longtemps. Il n'avait pas d'autres parents. Imani a soigneusement placé les fleurs qu'elle avait apportées et a pleuré silencieusement. Les larmes n'étaient pas pour le mari mort, mais venaient de la douloureuse réalisation que 8 années de sa vie s'étaient évanouies sans laisser de traces. 8 années volées par une sentence injuste qui ne pourrait être rendue. Elle n'avait que 30 ans quand ils l'ont arrêtée, et maintenant elle en avait 38. Les meilleures années gaspillées en vain. Imani était si concentrée sur le nettoyage de la tombe qu'elle n'a pas remarqué qu'elle était observée. Ce n'est que lorsque le soleil a commencé à se coucher et que la fraîcheur du soir s'est installée dans l'air qu'elle a senti un regard fixe. Se retournant, elle a vu une petite fille se cacher derrière une pierre tombale voisine. La fille n'avait qu'environ 6 ans. Pas plus. Des cheveux blonds tressés en 2 nattes. De grands yeux gris qui contenaient de la curiosité mêlée de peur. Elle était habillée simplement mais proprement d'une robe à carreaux et d'une veste légère. « Bonjour », a appelé doucement Imani en s'essuyant les mains avec une lingette humide. « Comment t'appelles-tu » La fille est sortie avec hésitation de sa cachette, mais a maintenu une distance de sécurité. On lui avait clairement appris à se méfier des étrangers. « Lumi », a répondu la petite d'une voix calme. « Et vous, qui êtes-vous » ? « Je ne vous ai jamais vu ici. »« Je suis Imani. »« C'est la tombe de mon mari », a expliqué la femme en montrant les fleurs fraîches. « Et que fais-tu ici si tard ? Où sont tes parents ? » ?»« Papa travaille. » La fille a pointé du doigt la cabane à l'entrée du cimetière. « Nous habitons ici. Maman est morte quand j'étais petite. » Imani a ressenti un pincement de sympathie. L'enfant grandissait parmi les tombes avec un père gardien. Quel genre d'enfance une petite fille comme ça pouvait-elle avoir ? Et quel âge as-tu, Lumi ? J'ai eu 6 ans le mois dernier. La fille s'est détendue un peu, voyant l'attitude bienveillante d'Imani. Papa dit que je commence l'école bientôt. Dans le sac d'Imani se trouvaient quelques bonbons qu'elle avait achetés, avec l'intention de les manger dans le bus, mais elle n'y avait pas touché. Maintenant, elle a sorti un emballage brillant et l'a offert à la fille. Veux-tu un bonbon ? Lumi a regardé la friandise avec méfiance, mais la tentation était plus forte que la prudence. Elle s'est rapprochée et a pris le bonbon. Merci, a-t-elle dit poliment, en le déballant immédiatement. Ma chérie, est-ce que ton papa travaille ici depuis longtemps ? A demandé Imani, espérant engager la conversation. Ouais. La fille a hoché la tête en suçant le bonbon. Mon papa, Victor, dit qu'il est gardien depuis 5 ans maintenant, et nous vivons dans la petite maison près du portail. Donc, ce Victor a commencé à travailler ici après la mort de Kéro, a pensé Imani. Mais il pourrait quand même savoir quelque chose ou avoir entendu quelque chose du gardien précédent. Et avant ton papa, est-ce que quelqu'un d'autre travaillait ici ? Grand-père Nick travaillait ici. La fille bavardait librement maintenant, ayant apparemment envie de converser avec quelqu'un d'autre que son père, mais il est tombé malade et est allé à l'hôpital et puis il est décédé. Papa dit que grand-père Nick racontait beaucoup d'histoires intéressantes sur le cimetière. Imani sentait que cette conversation pouvait être importante. Et si ce grand-père Nick savait quelque chose sur les funérailles de Kéro ? Après tout, il a été enterré il y a 8 ans, et Victor ne travaille ici que depuis 5 ans. Et quel genre d'histoire grand-père Nick racontait-il ? Lumi a fait une pause, se rappelant manifestement les récits qu'elle avait entendus de son père. Différentes choses sur à quel point c'est effrayant ici la nuit, sur les méchants qui viennent rôder, et aussi. La fille s'est soudainement interrompue et a regardé Imani avec un regard pensif.
Et aussi quoi, l'a doucement encouragé Imani. Et aussi, grand-père a dit à papa que certaines tombes ici sont étranges. Que ce qui devrait être dedans n'est pas toujours ce qui est dedans. Le cœur d'Imani a commencé à battre plus vite, mais elle a essayé de ne pas montrer son anxiété. Que veux-tu dire par pas ce qui devrait être dedans? Lumi a haussé les épaules. Je ne sais pas, papa n'aime pas beaucoup en parler. Il dit que grand-père était juste vieux et inventait des choses. La fille a regardé intensément la tombe de Kéro, puis a reporté son regard sur Imani. Tante Imani, est-ce vrai que votre mari est enterré ici? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi demandes-tu? Lumi s'est rapprochée d'Imani et a baissé la voix pour chuchoter. Tante, il n'y a personne là-dedans. Voulez-vous que je vous dise un secret? Papa Victor a dit qu'il les a vus sortir quelque chose de cette tombe la nuit. Des hommes sont venus dans une grosse voiture. Les mains d'Imani tremblaient. Elle luttait pour rester calme. Quand est-ce que c'était, ma chérie? Je ne sais pas exactement. Papa ne me le disait pas à moi. Il le disait à son ami, oncle Boris. Il pensait que je dormais, mais j'écoutais. La fille a souri d'un air coupable. Papa a dit que c'était peut-être il y a 3 ou 4 ans. Il voulait les chasser au début, mais ils lui ont donné de l'argent. Beaucoup d'argent. Imani se sentait étourdie. Si ce que la petite fille disait était vrai, quelqu'un avait ouvert la tombe de Kéro. Mais pourquoi? Et qu'aurait-il pu en sortir? Lumi, es-tu sûr que ton papa parlait de cette tombe? Elle a pointé la pierre tombale de Kéro. La fille a hoché la tête. Oui, je la connais bien. C'est près de notre petite maison, et je passe souvent par ici. Papa a dit à oncle Boris que les hommes ont creusé juste ici près de la plaque en métal. Imani s'est relevée de sa position agenouillée et a regardé autour d'elle. Le cimetière se vidait. La plupart des visiteurs étaient partis. Au loin, elle pouvait voir le gardien faire sa ronde avant de fermer. Ma chérie, est-ce que je peux parler à ton papa? La fille s'est alarmée. Pourquoi? Tu ne lui diras pas que je t'ai parlé de la tombe, n'est-ce pas? Il sera fâché contre moi sinon. Je ne lui dirai pas. Je promets. Je veux juste demander s'ils ont besoin d'aide ici. Peut-être que je pourrais faire un peu de travail. Ce n'était qu'une demi-vérité. Imani avait besoin de rester en ville pendant au moins quelques jours pour en savoir plus sur ce qu'elle avait entendu, mais elle n'avait presque pas d'argent. Un travail au cimetière ne semblait pas être une perspective attrayante. Mais pour l'instant, elle n'était pas en position de choisir. Papa! A crié Lumi bruyamment, faisant signe à l'homme qui s'approchait. Il y a une dame ici qui veut te parler. Victor s'est approché d'eux d'un pas régulier. C'était un homme d'environ 45 ans de taille moyenne avec un visage simple et ouvert et des yeux bruns observateurs. Il portait une salopette et des bottes de travail. Bonsoir, a-t-il salué poliment. Victor est mon nom. Je suis venu rendre visite à quelqu'un. Mon mari. Imani a pointé la tombe. Je suis Imani. Je viens d'arriver en ville récemment. Je voulais demander si vous aviez besoin d'aide ici. Je peux nettoyer, arroser les fleurs, n'importe quoi. Victor l'a scruté d'un regard évaluateur. Il était clair qu'il avait l'habitude de juger les gens sur leur apparence et leur manière. Avez-vous travaillé quelque part auparavant? Oui, a répondu Imani évasivement. J'ai une expérience variée. Les dernières années étaient dans une usine textile. Lumi, rentre à la maison, a dit le père à sa fille sérieusement. La fille a marché à contre-cœur vers la cabane, regardant Imani en arrière. Vous comprenez, Imani, que le travail ici est spécifique. Différentes personnes viennent ici. Toutes ne sont pas bien. Normal. Vous devez savoir comment calmer certaines personnes et en remettre d'autres à leur place si nécessaire. Je comprends. Imani a hoché la tête. Je n'ai pas peur de la difficulté. Et où vivrez-vous? Avez-vous un appartement? Imani s'attendait à cette question et avait préparé une réponse à l'avance. Pour l'instant, je loue une chambre chez des connaissances, mais si le travail est permanent, je louerai quelque chose séparément. Victor est resté silencieux, considérant la proposition. D'accord, revenez demain matin. On essaiera pendant une semaine. Je ne paierai pas beaucoup, mais le travail n'est pas compliqué. L'essentiel est d'être responsable et honnête. Merci beaucoup.
Imani était sincèrement soulagé. À quelle heure dois-je venir? À 8 heures du matin. Le cimetière ouvre à 9 heures, mais avant cela, nous devons tout vérifier et balayer les ordures. Alors qu'Imani quittait le cimetière, ses pensées étaient en ébullition. L'histoire de la petite Lumi pourrait être un fantasme d'enfant, mais quelque chose lui disait que la fille était sérieuse. Les enfants de son âge inventent rarement de tels détails. Si la tombe de Kéro avait vraiment été ouverte, pourquoi? Que cherchait-il là-dedans? Et surtout, qui étaient ces gens venus la nuit avec de l'argent pour le gardien? Imani a marché dans les rues sombres de la ville vers l'arrêt de bus. Et pour la première fois en 8 ans, elle avait l'impression d'avoir un but. Peut-être qu'elle pourrait enfin découvrir la vérité sur cette terrible nuit qui avait détruit sa vie. Le lendemain matin, Imani était au cimetière exactement à 8 heures. Elle avait passé la nuit dans un motel bon marché près de la gare routière, le seul endroit qu'elle pouvait se permettre, car l'avenir était incertain et elle devait conserver ses liquidités. La chambre était minuscule et pas très propre, mais elle offrait un toit au-dessus de sa tête et du temps pour réfléchir. Victor l'attendait déjà à l'entrée, buvant à petites gorgées d'un thermos. Voyant Imani, il a hoché la tête et lui a tendu un seau. « Nous allons commencer par les allées principales », a-t-il expliqué. « Nous devons ratisser les feuilles mortes et balayer les pavés. Ensuite, nous vérifierons les poubelles. Nous avons eu beaucoup de visiteurs hier, donc il y a probablement beaucoup de déchets. » Le travail s'est avéré moins pénible qu'elle ne l'avait prévu. Imani était habituée au travail physique en prison, alors elle a travaillé rapidement et efficacement. Victor l'observait avec approbation. « Vous avez des mains de travailleuse. »« C'est clair », a-t-il remarqué pendant une pause. « Où travailliez-vous avant ? » Si ce n'est pas un secret. Imani avait anticipé cette question et préparé une réponse plausible. Différents endroits, ces dernières années dans une usine textile. Elle a fermé récemment. J'ai dû chercher un nouvel emploi. Je vois. Il y a des problèmes d'emploi partout maintenant. Après le déjeuner, quand le flux de visiteurs a ralenti, Imani a décidé d'aborder prudemment le sujet qui l'intéressait. Victor, vous travaillez ici depuis longtemps, ça va faire 5 ans maintenant. Avant moi, c'était grand-père Nick, paix à son âme. C'était un homme bon. Il m'a beaucoup appris. Et il est décédé. Ouais, il y a environ 2 ans. L'âge, la maladie, il a failli atteindre les 80 ans. Victor a soupiré. Il me racontait toutes sortes d'histoires sur le cimetière. C'était intéressant à écouter. Quel genre d'histoire? Victor a regardé intensément Imani comme s'il évaluait s'il pouvait lui faire confiance avec une telle information. Toutes sortes. Sur des visiteurs inhabituels, sur des cas étranges. Il disait qu'il avait tout vu en 30 ans de travail ici. Et que voulez-vous dire par cas étrange? Imani a essayé de maintenir un ton décontracté. Victor a hésité, clairement incertain de poursuivre le sujet. Eh bien, parfois les proches du défunt agissaient de manière suspecte, ou inversement, quelqu'un s'intéressait à une tombe d'une personne qui n'était pas de sa famille. Grand-père Nick était toujours observateur. Il se souvenait de ces choses. Et que faisait-il dans ces cas-là? Que pouvait-il faire? Notre travail est de nous mêler de nos affaires. L'essentiel est l'ordre, et que les tombes ne soient pas endommagées. Imani a décidé de prendre un risque et de poser une question plus directe. Victor, est-il déjà arrivé que des tombes soient ouvertes officiellement ou officieusement? Le gardien s'est immédiatement tendu. Il a posé son balai et a fixé Imani. Pourquoi demandez-vous ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Juste par curiosité. Je pensais que ça n'arrivait que dans les films. Toutes sortes de choses arrivent, a répondu Victor vaguement. Parfois, les proches décident de déplacer les restes. Parfois, les forces de l'ordre exigent une exhumation. Mais tout ça est officiel avec de la paperasse. Et officieusement? Victor est resté silencieux pendant un long moment, luttant clairement avec lui-même. Finalement, il a soupiré lourdement. Imani, vous semblez être une personne franche. Je vais vous dire comment c'est. Oui, c'est arrivé. Une fois pendant mon temps ici, des gens sont venus la nuit, m'ont offert de l'argent, m'ont demandé de ne pas intervenir et de ne le dire à personne. Et vous avez accepté? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Ils m'ont offert de l'argent que je ne gagne pas en 6 mois, et j'ai une fille qui grandit. Elle ira bientôt à l'école, puis à l'université.
C'est dur de l'élever seul. Imani a senti sa respiration s'accélérer, donc lui n'inventait rien. Et que cherchait-il dans la tombe? Je ne sais pas, et je ne voulais pas savoir. Ils m'ont demandé de partir quelques heures. Je l'ai fait. Quand je suis revenu, tout était soigneusement rebouché et rangé. Aucune trace laissée. Vous souvenez-vous de quelle tombe c'était? Victor s'est tendu à nouveau. Pourquoi êtes-vous si intéressé? Je ne comprends pas ces questions. Imani a réalisé qu'elle poussait trop fort. Elle devait agir plus prudemment. Je m'excuse si les questions semblent étranges. C'est juste que je n'ai jamais travaillé dans un cimetière avant, alors je suis curieuse. D'accord. Victor s'est détendu légèrement. Ne parlez juste de ça à personne. Si la direction découvre que j'étais impliqué dans ce genre de truc, je serai viré. Bien sûr, je ne dirai rien. Le reste de la journée s'est passé avec des tâches de routine. Imani a aidé les visiteurs à trouver les parcelles nécessaires, balayer les chemins et arroser les fleurs sur les tombes abandonnées. Elle a même apprécié le travail. Après l'atmosphère confinée de la prison, être à l'extérieur était un soulagement. Le soir, après la fermeture du cimetière, Imani est allée à la bibliothèque municipale. Elle avait besoin de trouver des informations qui pourraient faire la lumière sur les circonstances de la mort de Kero. La bibliothèque avait un accès Internet et Imani a décidé de consulter les archives des journaux locaux. La bibliothécaire, une femme âgée avec des lunettes, l'a aidé à trouver la section nécessaire. Imani a scanné les archives électroniques de la Gazette de la ville de l'année de la mort de Kero. Dans le numéro du 15 mars, il y avait une petite note. Homicide en ville, une dispute conjugale laisse un homme mort. Kero Dio, 31 ans, est décédé des suites de blessures subies lors d'un conflit avec sa femme. Suspect détenu. Imani a continué à naviguer, cherchant toute mention d'elle-même ou de son mari. Un mois après le meurtre, dans le numéro du 18 avril, son attention a été captée par un article complètement différent. La succursale de la Bank of the Americas cambriolée. Butin de 50 millions de dollars. Des criminels ont volé une grosse somme d'argent dans le coffre-fort. Environ 50 millions de dollars. L'enquête recherche les coupables. Imani a relu la note plusieurs fois. La Bank of the Americas était l'endroit où Kero travaillait. Il y avait été directeur de succursale pendant plusieurs années. Cela pouvait-il être une coïncidence? Elle a continué à étudier les archives. Dans les numéros de journaux suivants, il y avait plusieurs autres articles sur le braquage de banque. L'enquête était dans une impasse. Les criminels n'avaient laissé aucun indice et avaient travaillé professionnellement. Les caméras de surveillance étaient déconnectées et l'alarme était bloquée de l'intérieur. Cela suggérait que le vol avait été commis par quelqu'un qui connaissait bien le système de sécurité de la banque. Le numéro du 25 avril présentait une interview du PDG de la banque. Nous n'avons pas seulement perdu de l'argent, nous avons perdu l'un de nos meilleurs employés. Kero Dio était un gestionnaire expérimenté. Sa mort a été un coup dur pour nous tous. Peut-être que s'il avait été en vie, un tel vol n'aurait pas eu lieu. Imani a senti la chair de poule se dresser sur sa peau. Le lien entre la mort de son mari et le braquage de banque semblait plus que suspect. Kero meurt dans des circonstances mystérieuses, et un mois plus tard, la banque où il travaillait est cambriolée. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Elle a continué ses recherches et a trouvé un autre détail curieux. Dans le numéro du 2 mai, il y avait une petite note indiquant que les forces de l'ordre demandaient à toute personne ayant des informations sur les contacts professionnels de Kero Dio de se manifester. Le message indiquait que le défunt aurait pu posséder des informations susceptibles d'aider à résoudre le vol. Imani a imprimé tous les documents qu'elle a trouvés et les a mis dans son sac. Les heures d'ouverture de la bibliothèque touchaient à leur fin, mais elle avait obtenu ce qu'elle cherchait. Maintenant, elle avait beaucoup plus de questions que de réponses. De retour au motel, elle a réfléchi aux informations qu'elle avait obtenues. Si Kero était impliqué d'une manière ou d'une autre dans le braquage de banque, alors sa mort n'était peut-être pas accidentelle. Mais qui et pourquoi l'aurait tué? Et surtout, s'il est mort, qui a braqué la banque? Dans la chambre de motel, Imani a étalé les feuilles imprimées sur le lit et a essayé de construire une chaîne logique d'événements. Kero travaille à la banque, a accès aux informations du système de sécurité. Il est tué en mars. La banque est cambriolée en avril. Plusieurs années plus tard, quelqu'un ouvre sa tombe la nuit. Pourquoi?
La seule explication qu'elle pouvait trouver semblait incroyable. Et si Kero n'était pas mort? Et si sa mort était une mise en scène et que quelqu'un d'autre gisait dans cette tombe? L'idée semblait délirante à Imani, mais plus elle y pensait, plus tout devenait logique. Kero aurait pu simuler sa propre mort pour braquer la banque sans encombre et s'échapper. Et elle, le seul témoin de ces événements, a été piégée pour meurtre. Mais comment cela était-il techniquement possible? Elle se souvenait du sang, du corps inconscient de son mari. Était-ce une scène intelligemment mise en scène? Imani s'est allongée mais n'a pas pu dormir. Son esprit s'emballait avec des pensées de plus en plus incroyables. Demain, elle devait absolument parler à quelqu'un qui se souvenait de Kero, qui connaissait son travail à la banque. Peut-être que ses anciens collègues pourraient fournir des informations cruciales. Le matin, en arrivant au travail, Imani a décidé d'interroger Victor plus en détail sur la nuit où la tombe a été ouverte. Elle a choisi un moment où il y avait peu de visiteurs dans le cimetière. « Victor, hier tu m'as parlé des gens qui sont venus la nuit. Les as-tu vus? Te souviens-tu à quoi ils ressemblaient? » Le gardien est devenu mal à l'aise. « Pourquoi es-tu intéressé? Ce n'est pas tous les jours qu'on entend quelque chose comme ça. Je les ai vus. Deux hommes d'âge moyen, un grand, mince, dans un costume cher, l'autre plus trapu dans une veste en cuir. Ils parlaient poliment, pas comme des voyous. Que conduisaient-ils? Un SUV noir. Je n'ai pas remarqué la plaque d'immatriculation. Je n'ai même pas essayé. Et que t'ont-ils dit? Victor a fait une pause, se rappelant. Le grand a dit qu'il devait récupérer quelque chose dans la tombe. Il a dit que c'était une affaire de famille, que le défunt était un parent. Mais je connais toutes les parcelles ici. Ce défunt n'avait pas de parents. Quel défunt? Imani a essayé de parler aussi calmement que possible. Celui de Dio. Kero. Je me souviens du nom de famille parce qu'il est peu courant. C'était un jeune homme. Quel dommage. Le cœur d'Imani a commencé à battre si fort qu'elle craignait que Victor ne l'entende. Ses soupçons étaient confirmés. La tombe de Kero avait vraiment été ouverte. Et qu'aurait-il pu chercher là-dedans? Je ne sais pas. Peut-être que des objets de valeur ont été enterrés avec le défunt. Ça arrive. Les gens mettent de l'or, de l'argent liquide dans le cercueil et ensuite les proches regrettent et décident de le récupérer. Mais tu as dit qu'il n'avait pas de parents. Il n'en avait pas. C'est pourquoi toute cette histoire était étrange. Mais ils ont offert tellement d'argent que j'ai décidé de ne pas m'en mêler. Imani a hoché la tête, prétendant que le sujet ne l'intéressait plus. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Maintenant, elle était presque certaine d'avoir été victime d'un plan monstrueux. Après le travail, elle s'est dirigée vers l'appartement qu'elle avait partagé avec Kero. Ils avaient loué l'unité sur Park Avenue dans un immeuble de 5 étages en grès brun. Imani se souvenait de l'adresse par cœur. L'immeuble était toujours là, paraissant encore plus délabré qu'il y a 8 ans. Imani est montée au 2e étage et a frappé à la porte de l'appartement en face de son ancien. Sa voisine, Valentina, une femme âgée qui était toujours au courant de tous les commérages du quartier, y vivait. Valentina, paraissant plus vieille et beaucoup plus frêle, a ouvert la porte. Voyant Imani, elle s'est écriée et a porté sa main à sa poitrine. « Mon Dieu, Imani, ils t'ont laissé sortir. »« Bonjour, Valentina. »« Oui, je suis sortie maintenant. »« Entre. Entre. »« Oh, quelle joie de te voir. » La vieille femme a conduit Imani dans la petite mais confortable cuisine et a immédiatement mis la bouilloire. « Raconte-moi, comment vas-tu? Comment va ta santé? Oh, comme je me suis inquiété pour toi toutes ces années. Merci. Dis-moi, Valentina, te souviens-tu de cette nuit où tout s'est passé? Le visage de la femme âgée s'est assombri. Comment pourrais-je oublier? C'était des cris affreux, du bruit. Puis la police et l'ambulance sont arrivés. Tout l'immeuble était en émoi. Et te souviens-tu si quelqu'un est venu nous rendre visite ce jour-là avant que tout n'arrive? Valentina a réfléchi. Oui, je pense que quelqu'un est venu en fin d'après-midi. Un homme. Je ne me souviens pas exactement à quoi il ressemblait, mais je me souviens qu'il portait un costume, bien habillé. Et qu'a-t-il fait? Je ne sais pas. Il n'est pas resté longtemps. Peut-être une demi-heure. Puis il est parti. Comment est-il parti? Dans une voiture sombre.
Je l'ai vu depuis la fenêtre, mais je n'ai pas pu distinguer la plaque d'immatriculation. Cette information semblait très importante pour Imani. Donc, le jour du meurtre, quelqu'un leur a rendu visite, peut-être la personne même qui a aidé Kero à simuler sa mort. Valentina, te souviens-tu par hasard du partenaire commercial de Kero? Il venait nous rendre visite parfois. Maxwell Theron. Oh, oui, Maxwell. Je me souviens de lui. Un homme désagréable, toujours si sérieux. Je ne l'aimais pas, et après qu'ils m'ont arrêté, est-il jamais revenu dans les parages? Non, je ne l'ai plus revu. Et qui viendrait-il voir? L'appartement était vide. Le propriétaire a trouvé d'autres locataires plus tard. En disant au revoir à Valentina, Imani s'est dirigée vers le centre-ville. Elle avait besoin de trouver des informations sur Maxwell Theron et de savoir où il se trouvait maintenant. Dans les archives de la ville, Imani a réussi à trouver des informations sur Maxwell Theron. Selon les documents, c'était un entrepreneur impliqué dans l'immobilier et possédant plusieurs entreprises. Après la mort de Kero, il a fermé toutes ses entreprises et a quitté la ville. Imani a trouvé l'adresse de son ancien bureau dans un vieil annuaire téléphonique. Le bâtiment se trouvait dans le quartier des affaires de la ville, au 3e étage d'un complexe de bureaux. Imani a décidé d'y aller, espérant trouver quelqu'un qui se souviendrait. L'immeuble de bureaux semblait assez respectable. Au 3e étage, l'espace précédemment occupé par l'entreprise de Theron abritait maintenant une agence de publicité. Imani est entrée et s'est approchée de la secrétaire. Bonjour. Savez-vous par hasard où l'entreprise de Maxwell Theron a déménagé? Elle était ici avant. Ah, Theron et associés, a demandé la jeune femme. Ils ont fermé il y a longtemps, 3 ou 4 ans. Pourquoi avez-vous besoin d'eux? J'ai une petite dette impayée. J'aimerais la régler. Essayez de demander au bureau voisin. Il y a un cabinet comptable là-bas. Ils sont ici depuis longtemps. Peut-être qu'ils savent quelque chose. Dans le bureau d'un accent grave côté, Imani a été accueillie par la comptable en chef, Olivia, une femme d'environ 50 ans aux yeux gris perçants et à la coiffure soignée. Je me souviens de Theron, a-t-elle dit quand Imani a répété sa demande. C'était une personne désagréable, et son entreprise était suspecte. Suspecte dans quel sens? Olivia a regardé autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait, et a baissé la voix. Les mouvements d'argent étaient étranges, parfois soudainement beaucoup d'argent liquide, parfois complètement vide, et les clients étaient suspects. Je les croisais parfois dans le couloir, le genre de personne dont on détourne rapidement le regard. Et savez-vous par hasard où il est maintenant? Theron est parti quelque part. Ils ont dit qu'il était allé à l'étranger, et c'est une bonne chose, à mon avis. Pourquoi une bonne chose? Olivia a de nouveau regardé autour d'elle. Après ce braquage de banque, il y a eu tout un remue-ménage. La police a contrôlé tous les hommes d'affaires qui faisaient affaire avec cette banque, et Theron a été convoqué aussi. Et un mois plus tard, il a disparu. Travaillait-il avec la Bank of the Americas? Oui, ils avaient un gros prêt là-bas et effectuaient aussi des transactions via cette banque. Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu des choses. Imani a senti les pièces du puzzle commencer à s'emboîter. Theron travaillait avec la même banque que Kero. La banque a été cambriolée un mois après la mort de Kero, et Theron a disparu immédiatement après le début des contrôles de police. Olivia, vous rappelez-vous par hasard qui d'autre travaillait dans l'entreprise de Theron? Peut-être qu'il reste des contacts. Il y avait une gentille jeune comptable qui travaillait là-bas. Comment s'appelait-elle? Elena, je crois. Je ne me souviens pas du nom de famille. Et où puis-je la trouver? Je n'en ai aucune idée. Après la fermeture de l'entreprise, tout le monde s'est dispersé. Imani a remercié la femme et a quitté le bureau. Il y avait peu d'informations, mais c'était quelque chose. Le lien entre Theron et la banque était confirmé. Maintenant, elle devait trouver cette comptable. Peut-être avait-elle plus de détails. Imani a passé les 2 jours suivants à chercher. Elle a parcouru diverses organisations où une jeune Elena avec une formation en comptabilité pourrait travailler. La tâche n'était pas facile. Il y avait beaucoup d'entreprises dans la ville et toutes ne lui permettaient pas de consulter les listes d'employés. Finalement, dans l'un des cabinets d'audit, la secrétaire a dit « Elena Vasquez, elle travaille ici. » De quoi s'agit-il? Je suis une parente éloignée. J'aimerais la rencontrer. Elle n'est pas là pour le moment.
Elle est en audit chez une entreprise cliente, mais elle sera de retour demain. Venez après le déjeuner. Le lendemain, Imani est arrivée à l'heure convenue. Elena Vasquez s'est avérée être une jeune femme séduisante d'environ 28 ans aux longs cheveux noirs et aux grands yeux bruns. Quand Imani s'est présentée et a expliqué qu'elle cherchait des informations sur Maxwell Terron, le visage de la jeune femme a changé. « Et qui êtes-vous et pourquoi avez-vous besoin d'informations sur Maxwell ? C'est une longue histoire. Pouvons-nous parler en privé quelque part ?» Elena a hésité, mais la curiosité l'a emportée. « D'accord, j'ai une pause déjeuner dans 1 heure. Retrouvons-nous au café en face. » Au café, Imani a décidé de dire la vérité. Partiellement, mais la vérité. « Elena, il y a 8 ans, j'ai été condamné pour le meurtre de mon mari. Le nom de mon mari était Kero Dio. Il travaillait à la Bank of the Americas. J'ai été récemment libéré et j'ai commencé ma propre enquête. Il s'avère que votre ancien patron, Terron, est impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. » La jeune femme a pâli. « Vous êtes cet Imani Dio dont il parlait dans les journaux ? » ?»« Oui, c'est moi. Mais je suis innocente et j'essaie de le prouver. » Elena est restée silencieuse pendant un long moment, réfléchissant à ce qu'elle avait entendu. « Je ne sais pas si je devrais vous parler. Cela pourrait être dangereux. » « Dangereux de quelle manière ? Maxwell n'est pas quelqu'un avec qui on veut être associé. Quand je travaillais pour lui, j'ai vu diverses choses suspectes. Telles que... » Elena a regardé autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. De grosses sommes d'argent liquide passaient par l'entreprise. J'ai demandé d'où venaient de tels mouvements, et il a dit que c'était son affaire personnelle. Et qu'est-ce que c'était que cet argent ? Je ne sais pas exactement, mais je me souviens que dans les derniers mois avant la fermeture de l'entreprise, Maxwell était très nerveux, appelait constamment quelqu'un, allait à des réunions, et aussi. La jeune femme a fait une pause comme si elle hésitait à continuer. Et aussi, il mentionnait fréquemment votre mari, Kero Dio. Je me souviens du nom de famille parce qu'il est peu courant. Maxwell parlait à quelqu'un au téléphone, et plusieurs fois j'ai entendu « Dio est d'accord, Dio va arranger ça. » Quelque chose comme ça. Imani a eu le souffle coupé. C'était peu de temps avant la mort de Kero. Oui, littéralement quelques jours avant. Et puis Maxwell est venu au travail plus sombre qu'un nuage d'orage. Il a dit qu'il avait des problèmes, que l'entreprise pourrait devoir fermer. Et après la mort de Kero, son comportement a-t-il changé de quelque manière que ce soit ? Il est devenu paranoïaque, regardant constamment autour de lui. Il avait peur des appels téléphoniques. Et il a aussi commencé à détruire des documents, des cartons entiers. Quels documents ? Je ne sais pas. Il ne laissait personne s'en approcher, mais j'ai vu des fragments. Il y avait des contrats, des certificats bancaires. Elena, c'est très important. Vous souvenez-vous de détails sur la relation de Terron avec la Bank of the Americas ? La jeune femme est devenue pensive. Je me souviens qu'il avait un gros prêt là-bas, 20 millions de dollars, si ce n'est plus, et il discutait aussi de certains projets d'investissement. Maxwell allait souvent à la banque pour des réunions. Avec qui se réunissait-il ? Je ne sais pas exactement, mais il a mentionné le nom du directeur plusieurs fois. Kero, je crois. Imani a senti tout se mettre en place dans son esprit. Kero et Terron travaillaient définitivement ensemble sur quelque chose. Et ce quelque chose a conduit au braquage de banque et au meurtre mis en scène. Elena, savez-vous où Terron a disparu ? Officiellement nulle part. Il a juste fermé l'entreprise et s'est volatilisé. Mais j'ai entendu d'une connaissance qu'ils l'ont vu à l'aéroport avec beaucoup de bagages. C'était immédiatement après que la police a commencé à vérifier le braquage de banque. Donc il est vraiment allé à l'étranger, a conclu Imani. Très probablement pour toujours. Après la conversation avec Elena, Imani n'avait plus aucun doute. Terron et Kero avaient planifié le braquage de banque, mais quelque chose a mal tourné et Kero a dû simuler sa propre mort. Et Terron a eu sa part et s'est enfui à l'étranger. Mais une chose qu'elle ne pouvait toujours pas comprendre. Pourquoi était-il nécessaire d'ouvrir la tombe de Kero ? Que pouvaient chercher ces gens que Victor a vu là-dedans ? La réponse à cette question était probablement dans la tombe elle-même, et Imani a décidé qu'il était temps de découvrir toute la vérité. Imani a passé les jours suivants à réfléchir à la façon d'atteindre la vérité. La conversation avec Elena a fourni beaucoup d'informations. Mais elle n'a pas clarifié le point principal. Si Kero était vivant,
Où pouvait-on le trouver? Le seul moyen de le savoir était de localiser des personnes qui pourraient avoir un lien avec Théron. À la mairie, Imani a trouvé l'adresse de l'ancien appartement de Théron. La maison se trouvait dans un quartier prestigieux. L'appartement était une unité haut de gamme de 3 chambres. D'autres personnes y vivaient maintenant, mais les voisins pourraient se souvenir de quelque chose. Une femme dans l'appartement d'un accent grave côté s'est avérée bavarde et curieuse. Théron. Oui, je me souviens de ce type désagréable. Toujours si sérieux. Il vivait seul, avait rarement des invités, et puis soudain il a disparu, a vendu l'appartement par l'intermédiaire d'agents immobiliers. Il ne s'est même pas présenté pour la signature. Vous souvenez-vous s'il avait des amis ou des connaissances? De temps en temps, un homme grand et mince venait le voir. Il parlait de choses sérieuses, élevant parfois la voix. À quoi ressemblait cet homme? Normal, d'âge moyen, en vêtements d'affaires. Mais je me souviens qu'il avait un grain de beauté sur la joue. Très visible. Imani a remercié la voisine et est parti. Un grain de beauté sur la joue. Ce détail pourrait être utile lors de la recherche de témoins. Ce soir-là, en rentrant de son travail au cimetière, Imani a trouvé Victor dans un état étrange. Il était clairement agité et ne cessait de regarder autour de lui. Que s'est-il passé, Victor? Des gens sont passés aujourd'hui. Ils ont posé des questions sur toi. Le cœur d'Imani a raté un battement. Quels gens? 2 hommes ont dit qu'ils venaient de la direction pour vérifier les nouvelles recrues, mais quelque chose chez eux semblait louche. Qu'est-ce qui semblait louche exactement? Ils ont posé des questions étranges. Ils ne s'intéressaient pas au travail, mais à où tu vis, à qui tu parles, de quoi tu parles. Et que leur as-tu dit? Qu'est-ce que je pouvais leur dire? J'ai dit, c'est une bonne travailleuse responsable. Je ne sais rien d'autre sur elle. Victor, est-ce que l'un de ces hommes était grand, mince, avec un grain de beauté sur la joue? Le gardien l'a regardé avec surprise. Comment le sais-tu? Oui, c'est exactement à ça qu'il ressemblait. Et le deuxième, plus petit, plus trapu. D'où les connais-tu? Imani a compris que ses recherches n'étaient pas passées inaperçues. Quelqu'un la surveillait, et ce quelqu'un était clairement lié à l'histoire d'il y a 8 ans. Victor, si ces gens se montrent à nouveau, dis-le-moi immédiatement et sois prudent. Qu'est-ce qui se passe, Imani? Dans quels ennuis t'es-tu fourré? J'essaie de trouver la vérité sur la mort de mon mari. Peut-être que quelqu'un n'aime pas ça. Peut-être que tu ne devrais pas déterrer le passé. C'est dangereux. Pas nécessaire? J'ai purgé 8 ans pour le crime de quelqu'un d'autre. J'ai le droit de savoir la vérité. Le lendemain, Imani a décidé de procéder avec plus de prudence. Elle savait qu'elle était surveillée et devait être prête à toute éventualité. Le matin, en arrivant au travail, elle a trouvé Lumi, la fille de Victor, en train de pleurer près de la cabane. Que s'est-il passé, ma chérie? Papa est malade. Il a une forte fièvre. Il est couché. Imani est entrée dans la petite maison du gardien. Victor était allongé dans son lit, pâle. Il marmonnait quelque chose d'incohérent à propos de certaines personnes, d'argent, de comment il n'aurait pas dû l'accepter. Lumi, je vais appeler une ambulance, a dit Imani. En attendant, tu veilles sur papa. Quand les ambulanciers sont arrivés, le médecin a examiné Victor et a froncé les sourcils. On dirait un empoisonnement. Il doit aller à l'hôpital. Empoisonnement? Avec quoi aurait-il pu être empoisonné? Ce n'est pas encore clair. Nous avons besoin de tests. Ils ont emmené Victor à l'hôpital. Lumi est resté avec Imani, qui a demandé à sa connaissance du motel de veiller sur la fille. Le soir, après la fermeture du cimetière, Imani est allé à l'hôpital pour rendre visite à Victor. Il était conscient mais semblait très faible. Imani, a-t-il chuchoté, ces gens sont revenus hier. Après ton départ, ils m'ont offert du thé, on dit qu'ils étaient fatigués du voyage, et ce matin je me suis senti malade. Ils t'ont empoisonné? On dirait bien. Et ils m'ont aussi menacé. Ils ont dit, si je continue à parler à qui que ce soit de cette nuit où ils ont ouvert la tombe, Lumi en souffrira. Imani a senti un frisson lui parcourir l'échine, ces gens ne reculeraient devant rien. Victor, tu dois aller à la police. Non, a-t-il dit sèchement. Je ne peux pas. J'ai une fille. Je ne peux pas la mettre en danger.
Alors que devrions-nous faire? Quitte la ville avant qu'il ne soit trop tard. Ces gens sont dangereux. Mais Imani ne pouvait pas partir. Elle était trop proche de la solution pour abandonner maintenant. De plus, si elle partait, qui protégerait Victor et Lumi? Le lendemain matin, travaillant seul au cimetière, Imani a remarqué un SUV noir roulant lentement le long de la route qui longeait la clôture. La voiture s'est arrêtée à l'entrée et 2 hommes en sont sortis, exactement ceux que Victor avait décrits. Imani s'est rapidement caché derrière une grande pierre tombale et a commencé à observer. Les hommes marchaient directement vers la tombe de Kero. Le grand avec le grain de beauté sur la joue a sorti un téléphone et a appelé quelqu'un. Elle travaille ici, disait-il. Elle vient tous les jours. Le gardien est à l'hôpital. On peut agir. Le deuxième homme a regardé autour de lui. Et où est-elle maintenant? Elle doit être ici. Ses affaires sont près de la cabane. Imani a réalisé qu'elle était tombée dans un piège. Il n'y avait que 2 sorties du cimetière, la porte principale où se trouvaient ces gens et la porte de service de l'autre côté, mais elle était verrouillée et Victor avait les clés. Elle s'est déplacée silencieusement de monument en monument en essayant d'atteindre la sortie de service. Peut-être qu'elle pourrait escalader la clôture, mais en approchant de la partie éloignée du cimetière, elle a vu une 3e personne debout près de la porte de service, le même homme trapu en veste de cuir que Victor avait décrit. Imani était piégée. 3 hommes clairement hostiles et nulle part où fuir. Elle avait son téléphone dans sa poche, mais appeler la police signifiait mettre Lumi en danger. Soudain, elle a entendu une voix. « Imani, êtes-vous là ?» C'était Elena Vasquez, la comptable avec qui elle avait parlé récemment. La jeune femme était entrée dans le cimetière par la porte principale et cherchait Imani. « Elena » a chuchoté Imani de derrière le monument. « Chut. Il y a des gens dangereux ici. » La jeune femme s'est approchée et Imani lui a rapidement expliqué la situation. « Oh mon Dieu » a haleté Elena. « Que devons-nous faire? Avez-vous une voiture? » Oui, elle est sur le parking. Écoutez attentivement. Vous allez marcher vers l'entrée principale maintenant. Dites à ces hommes que vous cherchez l'administration du cimetière. Distrayez-les pendant quelques minutes et j'essaierai de passer par-dessus la clôture. S'ils soupçonnent quoi que ce soit, dites que vous ne les connaissez pas, dites-leur que vous avez besoin d'un certificat de décès pour un parent à des fins fiscales. Elena a hoché la tête et s'est dirigée vers l'entrée. Imani a regardé pendant qu'elle parlait aux hommes, montrant quelques documents de son sac. Saisissant l'instant, Imani a rapidement couru vers la clôture dans le coin éloigné du cimetière. La clôture ici était plus basse et n'avait pas de fil barbelé au sommet. Elle l'a escaladé, s'écorchant les mains et déchirant ses vêtements, mais elle a réussi à sortir dans la rue. Quelques minutes plus tard, Elena l'a rattrapée, haletante. Je leur ai dit que je cherchais l'administration et ils ont dit que l'administration est en ville. Ils ont semblé le croire. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Elles sont rapidement montées dans la voiture d'Elena et sont parties. Ce n'est que lorsque la ville fut derrière elle qu'Imani s'est sentie relativement en sécurité. Elena, pourquoi êtes-vous venue au cimetière? Comment saviez-vous où me trouver? La jeune femme a souri maladroitement. Après notre conversation, je ne pouvais pas me calmer. Vous avez mentionné avoir trouvé un emploi au cimetière. Je n'arrêtais pas de penser à ce que je vous ai dit sur Maxwell et votre mari et j'ai décidé que je savais quelque chose d'autre d'important et que je devais vous le dire. Quoi exactement? Rappelez-vous que j'ai dit que Maxwell détruisait des documents. Eh bien, il ne les a pas tous détruits. J'ai des copies de certains papiers à la maison. Je les ai faites pour la comptabilité et ensuite j'ai oublié de les remettre. Le cœur d'Imani battait la chamade. Quels documents? Des contrats avec la Bank of the Americas et quelque chose d'autre d'intéressant. La correspondance de Maxwell avec une personne nommée Alex Romano. Imani s'est figée. Elena, c'est très important. Où sont ces documents? À la maison dans mon placard. Je ne les ai même pas lus attentivement. Je les ai juste mis dans un dossier. Elles ont conduit jusqu'à l'appartement d'Elena. La jeune femme vivait dans un studio dans un lotissement. Elle a sorti un dossier épais de documents du placard. Tenez, regardez. Il y a tout. Contrat, certificat, lettres. Imani a commencé à examiner les papiers. La plupart étaient des documents commerciaux standards, mais soudain son attention a été attirée par une feuille.
C'était une lettre d'Alex Romano à Maxwell Terron, datée de mars de l'année de la mort de Kero. Maxwell, tout se passe comme prévu. Demain aura lieu l'accident après lequel je pourrai agir librement. Dans un mois, quand les choses se calmeront, nous effectuerons l'opération bancaire. Ta tâche est de fournir l'alibi et les canaux pour déplacer l'argent. Après cela, nous nous rencontrons au lieu convenu et partageons les bénéfices. N'oublie pas notre accord concernant la tombe. Dans quelques années, il sera nécessaire de récupérer des documents importants là-bas. La lettre était signée, A. Romano. Imani a relu la lettre plusieurs fois. C'était là, la preuve écrite que Kero avait simulé sa propre mort. Et maintenant, elle savait qu'il cherchait des documents importants dans sa tombe. Elena, comprenez-vous ce que cela signifie? Non. Quoi? Cela signifie que mon mari est vivant. Il a simulé sa propre mort pour braquer la banque et s'échapper, et j'ai été piégé pour le meurtre d'une personne qui n'est même pas morte. La jeune femme a haleté. Mais comment est-ce possible? Il y a eu une analyse médico-légale, une identification du corps. Apparemment, tout a été arrangé. Quelqu'un d'autre gît dans cette tombe, et Kero se cache sous le nom d'Alex Romano. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous devons trouver Alex Romano et prouver qu'il est mon mari vivant. Imani a compris que pour prouver son innocence, elle avait besoin de preuves plus sérieuses qu'une lettre d'origine douteuse. Il était nécessaire de découvrir exactement qui était enterré dans la tombe sous le nom de Kero Dio. À l'hôpital de la ville, son ancienne camarade de classe de médecine, Chloé Anzinga, travaillait. Imani se souvenait que Chloé travaillait au département de pathologie. Peut-être qu'elle pourrait aider avec des informations sur l'autopsie du corps de Kero. Rencontrer Chloé à l'hôpital était risqué. Les gens de Terron pouvaient être là. Imani a demandé à Elena de trouver l'adresse du domicile de Chloé et d'y organiser une rencontre. Un jour plus tard, Elena a rapporté que la réunion était prévue pour la soirée. Chloé vivait dans une maison privée à la périphérie de la ville avec son mari et ses 2 enfants. Voyant Imani, Chloé n'a pas pu cacher sa surprise. Imani, mon Dieu, ils t'ont libéré. Comment vas-tu? Comment va ta santé? Je vais bien, Chloé, mais j'ai besoin de ton aide. C'est à propos de mon affaire. Entre. Raconte-moi ça autour d'un thé. Dans la cuisine confortable, après que les enfants furent couchés et que son mari fut allé au garage, Imani a fait part de ses soupçons à Chloé. Tu penses sérieusement que Kero a simulé sa mort? A demandé Chloé avec incrédulité. Plus que sérieusement, et j'ai une preuve écrite, mais j'ai besoin de savoir qui a été enterré sous le nom de mon mari. Imani, c'était il y a 8 ans. Tu crois que je me souviens de chaque autopsie? Chloé, tu sais que c'était une affaire très médiatisée. Meurtre, procès, on n'oublie pas ça. Chloé est devenue pensive. Tu sais, je me souviens de cette affaire parce qu'elle était étrange. Le corps est arrivé en mauvais état, traumatisme crânien sévère. Et aussi quoi? L'identification n'a pas été faite par un parent. Un homme est venu dire qu'il était le partenaire commercial du défunt. Son nom de famille était. C'était quoi? Terron? Oui, Terron. Et pourquoi les proches ne l'ont-ils pas identifié? Il a dit que le défunt n'avait pas de parents. La femme faisait l'objet d'une enquête. Ses papiers étaient en ordre. Il avait l'autorisation du détective. Chloé, te souviens-tu de quelque chose de spécifique à propos de ce corps? Des marques, cicatrices, grains de beauté? Chloé s'est souvenue avec effort. Oui, il y avait un détail. Le défunt avait un tatouage sur la poitrine. Petit mais visible. Une encre avec l'inscription au loup de mer. Imani a senti un frisson dans sa poitrine. Chloé, es-tu sûre? Bien sûr que je suis sûr. J'enregistre tous les tatouages dans le protocole. C'est une marque distinctive importante. Mon mari n'a jamais eu de tatouage. Il les détestait. Chloé a regardé son ami avec confusion. Mais comment? Si ce n'est pas ton mari, alors qui est-ce? C'est ce que je dois découvrir. Chloé, les rapports d'autopsie sont-ils toujours conservés? Ils devraient être dans les archives, mais je ne peux pas simplement entrer là-dedans. Tu as besoin d'une autorisation officielle. Et officieusement? Chloé a hésité. Imani, c'est trop risqué. S'ils découvrent que j'ai montré des documents archivés à des étrangers.
S'il te plaît. J'ai passé 8 ans en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Aide-moi à trouver la vérité. D'accord. J'ai le quart de nuit demain vers 2 heures du matin. Personne ne sera dans les parages. Tu peux venir, mais seulement pour une demi-heure. Pas plus. Le lendemain, Imani a passé la journée dans une attente tendue. Elle ne pouvait plus travailler au cimetière. C'était trop dangereux. Au lieu de cela, elle et Elena ont étudié les documents trouvés, essayant de trouver plus d'indices. La lettre d'Alex Romano mentionnait un lieu de rendez-vous. Où cela pouvait-il être? Et quel document a-t-il caché dans la tombe? À 2 heures du matin, Imani s'est approchée de l'entrée de service de l'hôpital. Chloé l'attendait dans le couloir du département de pathologie. Vite, pendant que le garde est dans l'autre aile, a-t-elle chuchoté. Dans les archives, Chloé a rapidement trouvé le dossier nécessaire. Tiens, K127, Dio, Kero. Imani a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Il contenait des photographies du corps, le protocole d'autopsie et le certificat de décès. Les photographies n'étaient pas de grande qualité, mais le tatouage sur la poitrine était clairement visible. Une encre avec l'inscription au loup de mer, exactement comme Chloé l'avait décrit. Ce n'est définitivement pas mon mari, a dit Imani. Alors qui est-ce? Imani a étudié attentivement le protocole. Âge approximatif du défunt 30 à 35 ans. Taille 1m75. Corpulence moyenne. Marque distinctive, tatouage sur la poitrine. Une cicatrice sur le bras gauche de 3 cm de long. Chloé, d'où cette personne a-t-elle pu venir? Où Théron a-t-il pu trouver un corps correspondant à l'âge et à la corpulence? Je ne sais pas, peut-être un vagabond ou quelqu'un mort d'une overdose. Et comment pouvons-nous découvrir l'identité de cette personne? Seulement par les empreintes digitales ou l'ADN, mais les empreintes digitales n'étaient prises que sur les criminels et la base de données ADN n'existait pas encore à l'époque. Soudain, Imani a remarqué une petite note dans le coin du protocole, envoyée de la morgue municipale numéro 2. Cause du décès, overdose de substances interdites, identité non établie. Chloé, regarde, cette personne est venue d'une autre morgue en tant qu'identité inconnue. Oui, ça arrive. Si une personne meurt dans la rue et n'a pas de papier, il l'envoie à la morgue comme inconnu. Après un certain temps, ils sont enterrés aux frais de l'État et des registres sont tenus. Sûrement, la morgue numéro 2 doit avoir un registre d'admission. Tu pourrais contacter des collègues là-bas. Chloé a réfléchi. Je pourrais essayer. Mon ancienne collègue, Irina, travaille là-bas, mais c'est aussi un risque. S'il te plaît, essaie. C'est très important. Le lendemain, Chloé a appelé Imani. Irina a accepté d'aider. Elle a trouvé une entrée dans le registre. Homme inconnu amené à la morgue le 10 mars. Trouvé près de la gare. Cause du décès, overdose de substances interdites, âge approximatif 30 ans, tatouage sur la poitrine, une encre. Et est-ce que quelqu'un a essayé de l'identifier? Non. Irina dit qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Ces gens meurent et leurs proches soit ne savent pas, soit ne veulent pas s'en mêler. Chloé, cette personne aurait pu venir d'une autre ville. C'est très possible. D'après le tatouage, on pourrait supposer qu'il avait un lien avec la marine ou qu'il aimait simplement le thème maritime. Imani a remercié son ami et a commencé à traiter l'information. Théron et Kero ont trouvé le corps d'un homme inconnu qui correspondait à l'âge et à la corpulence. Kero a simulé sa propre mort, a amené le corps de l'étranger, et elle a été piégée pour meurtre. Mais une chose qu'elle ne comprenait toujours pas. Comment la mise en scène a-t-elle été techniquement réalisée? Après tout, elle se souvenait du sang. Elle se souvenait de Kero gisant sur le sol inconscient. Peut-être qu'il était vraiment blessé, mais pas mortellement. Et puis, pendant qu'Imani était inconsciente, ils ont remplacé son corps par le cadavre de l'étranger. Il y avait eu assez de temps pour cela. L'ambulance et la police ne sont arrivés qu'une heure après que les voisins ont entendu les cris. Maintenant, elle avait des preuves solides que Kero était vivant. Mais où le chercher et comment prouver officiellement son innocence? Imani a réalisé qu'elle ne pouvait pas gérer cela seule. Elle avait besoin de l'aide de professionnels, d'enquêteurs, d'experts. Mais d'abord, elle devait trouver Kero lui-même, vivant et en bonne santé, se cachant sous un faux nom. Après les découvertes dans les archives de l'hôpital, Imani a réalisé qu'elle avait besoin d'aide pour trouver Kero.
trouver indépendamment une personne se cachant sous un faux nom dans un autre pays était impossible. Elena avait une connaissance, la détective privée Naomi Ruiz, spécialisée dans la localisation de personnes. Naomi a accepté d'aider, mais a prévenu que ses services n'étaient pas bon marché. J'ai des contacts dans différents départements, a expliqué Naomi. Je peux vérifier les bases de données, les bureaux des passeports, les services douaniers, mais je dois payer pour l'information. Imani avait une somme d'argent catastrophiquement faible, mais Elena a proposé de lui prêter la somme nécessaire. Naomi a commencé à travailler avec enthousiasme. En 3 jours, elle a appelé avec les premiers résultats. Votre Alex Romano est une personne réelle, mais ce qui est intéressant, c'est que tous les documents qu'il a utilisés pour obtenir son passeport étaient faux. Comment avez-vous découvert cela? J'ai une connaissance au bureau des passeports, au fait. Je l'ai bien payé pour vérifier les documents. L'acte de naissance est faux. Le certificat d'enregistrement aussi. Tout est fait très professionnellement, mais faux. Et où est-il maintenant? Officiellement, il est parti pour la Turquie. Il n'est pas apparu sur le territoire américain depuis longtemps, mais j'ai des contacts dans des agences de voyage. Je vais essayer de découvrir les détails. Quelques jours plus tard, Naomi a apporté une nouvelle sensationnelle. Votre Alex Romano vit à Antalya. Il possède une chaîne de restaurants. Il est marié à une femme locale. Ils ont un fils. Il vit sous le nom d'Alex Romano. Il a légèrement modifié son nom de famille pour plus de commodité. Imani s'est senti défaillir. Donc Kero était vraiment vivant. Il avait une nouvelle famille, une nouvelle vie construite avec de l'argent volé au prix de son destin ruiné. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A demandé Elena. Nous devons le forcer à revenir aux États-Unis, a dit Imani avec détermination, et a avoué ce qu'il a fait. Mais comment? Il n'est pas stupide. Il ne reviendra pas volontairement. Imani s'est souvenu de la lettre qu'elle avait trouvée dans les documents de Térone. Elle mentionnait des documents cachés dans la tombe. Peut-être que ces documents avaient une grande valeur pour Kero. Naomi, pouvons-nous contacter Alex Romano par téléphone, par exemple? Nous pouvons. J'ai le numéro de son restaurant. Pourquoi? Je veux lui proposer un marché. Le lendemain, Imani a composé le numéro international. Une voix masculine avec un accent distinctif a répondu. Bonjour, restaurant Russian Courtyard. Puis-je parler à Alex Romano, s'il vous plaît? Un instant. Peu de temps après, une voix familière est venue au téléphone. J'écoute. Bonjour, Kero. Une longue pause. Puis, qui est-ce? Ta femme, celle qui a purgé 8 ans pour ton meurtre. Une pause encore plus longue. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez fait un faux numéro. Non, je n'ai pas fait de faux numéro. Je sais tout. Je sais pour le braquage de banque, pour Térone, pour les faux documents, et je sais que dans ta tombe gît un homme décédé avec un tatouage loup de mer. Le silence était si long qu'Imani a cru qu'il avait raccroché. Que veux-tu? Kero a finalement demandé à se rencontrer et à parler. Je ne viens pas aux États-Unis. Je pense que c'est dans ton intérêt. Après tout, j'ai quelque chose dont tu as besoin. Quoi exactement? Les documents de ta tombe. Ceux-là même que tu as demandé à Térone de récupérer dans quelques années. Une autre pause. Comment connais-tu les documents? J'ai ta correspondance avec Maxwell. Tout. Que proposes-tu? Viens à New York. Nous nous rencontrerons dans un lieu public. Tu récupères tes documents et j'obtiens des aveux écrits que tu as simulé ta mort. Tu es folle. Je n'avouerai rien. Alors tes documents finiront chez Interpol et la police turque. Je pense qu'ils seront intéressés de savoir qui est vraiment Alex Romano et d'où il a tiré l'argent pour son entreprise de restauration. Une longue pause. Imani pouvait entendre Kero respirer lourdement. Quelle garantie ai-je que tu ne me tendras pas un piège? Je ne suis pas Térone. J'ai juste besoin de justice. Tu avoues avoir mis en scène ta mort. Je suis disculpé et ensuite chacun vit sa vie. Et si je ne viens pas, alors je remettrai tous les documents au bureau du procureur et à Interpol. Ils te trouveront tôt ou tard. Kero est resté silencieux, réfléchissant à la proposition. Où est la réunion? A-t-il finalement demandé. À New York, dans un café d'un centre commercial. Un endroit fréquenté.
Demain à 14 heures. Je ne peux pas demain. Après-demain. D'accord, j'attendrai. Imani lui a donné l'adresse et a raccroché. Ses mains tremblaient de tension. Elle savait qu'elle prenait un risque énorme. Kero pouvait amener des gens avec lui ou ne pas se présenter du tout. Êtes-vous sûr que c'est la bonne décision, a demandé Elena. Cela pourrait être dangereux. Il n'y a pas d'autre issue. S'il ne vient pas, je remettrai vraiment tout au procureur. Et s'il vient, j'essaierai de le convaincre de faire le bon choix. Naomi a suggéré d'organiser la réunion pour maximiser la sécurité d'Imani. Nous choisirons un café avec un bon point d'observation. Je m'assiérai à une table voisine. Au moindre signe de danger, j'appellerai la sécurité du centre commercial. Imani a accepté. Elle n'avait aucune expérience dans de telles affaires et l'aide d'un professionnel était essentielle. La veille de la réunion, Imani est allée au cimetière une dernière fois en tant qu'employé. Victor était sorti de l'hôpital et était de retour au travail. Il semblait frêle mais se rétablissait. Imani, merci d'avoir veillé sur Lumi. Et qu'en est-il de ces gens? Ils ne se sont pas montrés à nouveau. Je pense qu'ils ne reviendront pas. J'ai des informations sur eux qui les arrêteront. Et tu ne reviens pas travailler? Non, Victor. Je dois finir quelque chose. Quelque chose de très important. Elle lui a dit au revoir ainsi qu'à la petite Lumi, qui lui a donné un dessin. Une femme avec un bouquet de fleurs à côté d'un monument. C'est toi, tante Imani, a expliqué la fille. Tu es une bonne personne. Imani pouvait à peine retenir ses larmes. Ces gens lui étaient devenus chers en peu de temps, et demain, il serait décidé si elle pourrait récupérer sa vie volée ou si tout resterait pareil. Le jour de la réunion, Imani est arrivée à New York par le bus du matin. Son anxiété était si intense qu'elle avait à peine mangé depuis le matin. Dans ses mains, elle portait un petit sac avec des copies de tous les documents qu'elle avait réussi à trouver. Le Hudson Center Mall dans le centre de Manhattan avait été choisi pour une raison, une foule de gens, des caméras de surveillance et la sécurité. Le café était au 2e étage avec une bonne vue sur toute la zone commerciale. Naomi est arrivée 30 minutes avant l'heure convenue et s'est assise à une table dans le coin opposé du café. Imani a pris place près de la fenêtre d'où elle pouvait voir l'escalator. Exactement à 14 heures, un homme en costume sombre et lunettes de soleil a monté l'escalator. Imani l'a reconnu instantanément. C'était Kero. Il avait changé en 8 ans. Il était bronzé, avait pris du poids et des rides étaient apparues autour de ses yeux, mais sa démarche et ses manières étaient les mêmes. Il a regardé autour de lui, a repéré Imani et s'est approché lentement de sa table. Il s'est assis en face d'elle sans enlever ses lunettes de soleil. Bonjour, Imani. Bonjour, Kero. Ils se sont regardés pendant quelques secondes. Imani a essayé de comprendre ce qu'elle ressentait envers cette personne qui était autrefois son mari. Colère, haine, douleur, surtout juste du vide. Tu as bonne mine, a dit Kero. La prison ne t'a pas brisé. Ne fais pas la conversation. Va droit au but. Bien. Où sont les documents d'abord? Tu réponds à quelques questions. Pourquoi as-tu fait ça? Kero a enlevé ses lunettes de soleil et s'est frotté l'arête du nez. Ses yeux étaient toujours gris, mais maintenant ils montraient de la fatigue et de la peur. J'avais besoin de beaucoup d'argent rapidement. Pourquoi? J'avais des dettes. Des dettes énormes. Quel genre de dettes? Kero a hésité. Des dettes de jeu. J'ai perdu une grosse somme au profit des mauvaises personnes. Ils ont dit soit tu rembourses 1,5 million de dollars avant la fin du mois, soit. Soit quoi? Ils allaient te tuer pour tes dettes. Imani l'a fixé, stupéfaite. Donc, tu as simulé ta mort pour me sauver la vie? Partiellement. Oui. Si j'avais juste disparu, ils s'en seraient pris à toi. Si je mourais, quel était l'intérêt de se venger sur la veuve? Mais alors, pourquoi ai-je fini en prison? Ce n'était pas censé arriver. Kero s'est penché en travers de la table vers elle. Le plan était différent. Tu étais censé trouver mon corps, appeler la police, et ensuite l'enquête était censée établir que c'était un accident. Qu'est-ce qui a mal tourné? Tyrone a merdé. Il t'a frappé trop fort. Tu as été inconsciente trop longtemps, et quand tu t'es réveillé, tu as commencé à crier que tu ne te souvenais de rien. Ça semblait suspect.
Donc c'était Théron qui m'a frappé? Oui. Selon le plan, il était censé t'étourdir légèrement pour que tu n'interfères pas avec l'échange de corps, mais le coup a été plus fort que prévu. Imani a senti une vague de clarté. Elle connaissait enfin la vérité sur cette nuit-là. Et ils ont décidé que si j'étais accusé de meurtre, c'était encore mieux. Personne ne chercherait d'autres versions. Kero a baissé les yeux, coupable. Je ne voulais pas que tu ailles en prison. Je pensais que l'avocat trouverait un moyen de prouver ton innocence. 8 ans, Kero. 8 ans de ma vie. Pardonne-moi. Il est trop tard pour le pardon. Maintenant dis-moi, où sont les documents que tu as cachés dans la tombe? Quels documents? Je n'ai rien caché dans la tombe. Imani l'a regardé avec surprise. Ne mens pas. J'ai ta lettre à Théron où tu écris à propos de l'accord concernant la tombe et que des documents importants devront être récupérés de là dans quelques années. Montre-moi cette lettre. Imani a sorti la copie de son sac. Kero l'a lu attentivement et a froncé les sourcils. Ce n'est pas ma lettre. Comment ça, ce n'est pas la tienne? La signature est la tienne. Ah Romano. La signature est peut-être la mienne, mais je n'ai pas écrit la lettre. Je ne me suis jamais appelé Romano dans la correspondance avec Maxwell. Et je n'ai caché aucun document dans la tombe. Alors qui a écrit cette lettre? Je n'en ai aucune idée. Mais si quelqu'un a ouvert la tombe à la recherche de documents, cette personne s'est trompée. Imani a réfléchi. Donc la lettre était un faux. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de falsifier une correspondance entre Kero et Théron? Kero? Où est Théron maintenant? Je ne sais pas. Après le braquage de banque, nous nous sommes séparés. Je suis allé en Turquie. Il est allé quelque part en Europe. On ne sait pas où. Nous n'avons pas communiqué depuis. Et comment avez-vous partagé l'argent? Moitié-moitié. 25 millions de dollars chacun. Et tu as ouvert l'entreprise de restauration avec cet argent? Oui. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Il n'y avait pas de retour en arrière. Soudain, Imani a remarqué que Kero regardait constamment autour de lui. Il était clairement nerveux et pressé. Es-tu venu seul? Oui. Eh bien, en principe, oui. Que veux-tu dire par en principe? Écoute, Imani, finissons rapidement. Donne-moi les documents que tu as et je signerai n'importe quels aveux. Fais vite. Pourquoi es-tu si pressé? De qui as-tu peur? Kero n'a pas répondu, mais son anxiété était contagieuse. Imani a regardé autour d'elle et a remarqué que Naomi regardait aussi anxieusement dans leur direction. Kero, qu'est-ce qui se passe? J'ai été suivi depuis la Turquie. Quelqu'un a découvert que je volais vers New York. Il est possible qu'ils soient ici. Qui sont-ils? Je ne sais pas. Peut-être les gens de Théron ou peut-être ces mêmes créanciers dont je me suis caché autrefois. À ce moment-là, 2 hommes se sont approchés de leur table. Imani les a reconnus immédiatement. C'étaient les mêmes personnes qui étaient venues au cimetière et avaient empoisonné Victor. Kérodio, a dit le grand avec le grain de beauté sur la joue. Le monde est petit. Nous vous cherchons depuis longtemps. Kero a pâli. Je ne vous connais pas, mais nous vous connaissons, et très bien. Vous nous devez de l'argent. Beaucoup. Le deuxième homme plus trapu s'est assis à côté de Kero, bloquant son chemin de fuite. Et voici, je présume, votre femme? Le grand a fait un signe de tête vers Imani. Celle qui vous a tué. Drôle d'histoire. Que voulez-vous? A demandé Imani, essayant de parler calmement. Nous voulons l'argent que votre mari a volé à notre banque. 50 millions de dollars plus les intérêts pour 8 ans. Nous représentons les intérêts de certains investisseurs de la Bank of the Americas, des investisseurs privés qui n'aiment pas la publicité. Imani a compris qu'elle était tombée dans un vrai piège. Ces gens ne plaisantaient clairement pas et il n'y avait aucune aide à attendre. Je n'ai pas autant d'argent, a dit Kero. Le restaurant génère des revenus, mais pas autant. C'est votre problème. Vous avez 2 semaines pour trouver l'argent où? Ou quoi? Ou nous disons à la police turque qui est vraiment Alex Romano et en même temps nous informons le bureau du procureur américain où trouver le défunt ressuscité. Le grand homme a sorti une enveloppe de sa poche et l'a posée sur la table. Voici nos coordonnées. 2 semaines, Dio, pas plus.
Les hommes se sont levés et sont partis aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Kero était assis, pâle et désemparé. Qui était-il? A demandé Imani. Je n'en ai aucune idée. Mais ils savent tout sur moi. Kero. Et s'ils étaient les gens de Théron? Peut-être qu'il a décidé de se débarrasser de toi. Je ne sais pas. Peut-être. Écoute. Et si nous unissions nos forces? Tu m'aides à prouver officiellement mon innocence et je t'aide à trouver les vrais coupables du braquage. Que veux-tu dire par vrai coupable? Toi et Maxwell avez braqué la banque. J'en suis sûr. Mais peut-être que quelqu'un les a utilisés. Peut-être que Théron n'a même pas imaginé le plan du braquage. Kero l'a regardé pensivement. Tu sais, maintenant que tu le dis, le plan du braquage était en fait trop détaillé pour Maxwell. Il n'est pas si intelligent. Et aussi quoi? Quand nous avons partagé l'argent, il s'est avéré avoir plus d'informations sur les systèmes bancaires que je ne m'y attendais, comme si quelqu'un lui avait tout expliqué en détail. Donc, ils avaient un autre complice, possiblement. Et possiblement, ils demandent l'argent en retour maintenant. Imani a réalisé que l'affaire était beaucoup plus compliquée qu'elle ne le pensait. Mais maintenant, elle avait un allié, bien qu'involontaire, qui avait intérêt à exposer la vérité. D'accord, Kero, nous travaillerons ensemble, mais à une condition. Tu signes des aveux écrits sur la mise en scène de ta mort tout de suite. Kero a hoché la tête. Je vais signer. Je n'ai plus le choix. Le lendemain, Imani et Kero se sont rencontrés dans une chambre de motel bon marché à la périphérie de New York. Kero a écrit et signé des aveux détaillés dans lesquels il décrivait tout le stratagème de la simulation de sa mort. Le document a été notarié. Le notaire n'a pas posé de questions inutiles moyennant les frais appropriés. Maintenant, tu peux aller voir le procureur et demander une révision de l'affaire, a dit Kero. Tu as toutes les preuves de ton innocence dans ma mort. Pas si vite. D'abord, nous devons découvrir qui est derrière ces menaces. Sinon, ils te tueront, et je serai de nouveau sans témoin. Ils ont commencé à analyser toutes les informations disponibles. Naomi, la détective privée, a accepté de les aider moyennant des frais supplémentaires. À en juger par le comportement de ces gens, ce sont des professionnels, a-t-elle dit. Ils travaillent pour de grandes organisations qui ont accès à des bases de données et des connexions dans divers départements. Et s'ils étaient employés de la même banque? A suggéré Imani. Peut-être que quelqu'un de la direction a organisé le braquage en utilisant Kero et Théron comme exécutants. Possiblement, nous devons chercher qui travaillait à la banque à ce moment-là et qui avait accès au système de sécurité. La détective Naomi a passé plusieurs jours à rassembler des informations. Les résultats étaient intéressants. Le PDG de la Bank of the Americas, Gareth Fierro, avait été licencié 6 mois après le braquage. La raison officielle, désaccord avec les actionnaires. L'officieuse, soupçon d'implication dans le braquage. Et où est-il maintenant? C'est la partie intéressante. Il a déménagé à Chypre, y a ouvert une société de conseil, vit très richement, bien qu'il ne puisse pas avoir de tels revenus officiels. Et qu'en est-il du chef comptable de la banque? Solange Casus a également démissionné. Maintenant, elle travaille dans un cabinet d'audit privé, mais son niveau de vie est aussi étrangement élevé. Donc la moitié de la direction de la banque est devenue soudainement riche après le braquage. Exactement. Et maintenant, écoutez la partie la plus intéressante. J'ai trouvé des informations selon lesquelles Fierro et Casus ont rencontré Théron plusieurs fois, même avant le braquage. Il y a des témoins. Imani et Kero ont échangé des regards. Donc ils étaient dans le coup depuis le début, a dit Kero. Ils nous ont utilisés, Maxwell et moi, comme exécutants et ils sont restés en retrait. Et ensuite, ils ont décidé de se débarrasser des témoins et de prendre tout l'argent pour eux, a ajouté Imani. Mais comment le prouver? Naomi a souri. Peut-être que nous n'avons pas à le prouver. Si mes hypothèses sont correctes, Théron est vivant et se cache quelque part en Europe. Nous devons le trouver et le faire parler. La recherche de Théron a pris une autre semaine. Finalement, Naomi a rapporté, Maxwell Théron est au Monténégro. Il vit sous le nom de Mark Théron. Officiellement, il dirige une petite entreprise immobilière, mais les montants sur ses comptes ne correspondent pas à ses revenus déclarés. Pouvons-nous le contacter? Nous pouvons. J'ai son numéro de téléphone.
Imani a décidé d'appeler Théron elle-même. Il n'a pas répondu immédiatement, et sa voix était prudente. J'écoute. Maxwell. C'est Imani Dio. Une longue pause. Imani. Mais toi. Tu es en prison. Je suis sorti. J'ai découvert toute la vérité sur cette nuit-là. Je sais que Kero est vivant. Je sais pour le braquage de banque. Que veux-tu? Nous rencontrer et parler. Nous avons des ennemis communs. Quels ennemis? Ceux qui vous ont forcé à braquer la banque. Fierro et Casus. Une autre pause. Comment connais-tu ces noms? J'ai deviné, Maxwell. Ils utilisent les mêmes personnes contre Kero qui ont empoisonné le gardien au cimetière. Je pense qu'ils en ont après toi aussi. Tu en sais trop. Théron était silencieux, traitant ce qu'il avait entendu. Que proposes-tu? Nous nous unissons. Nous disons la vérité et dénonçons les vrais organisateurs du braquage. Je ne peux pas revenir aux États-Unis. Ils m'arrêteront. Et si tu ne reviens pas, ils te tueront. Choisis. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il n'y a pas de temps. On a donné 2 semaines à Kero pour trouver l'argent. La moitié du délai est déjà passée. D'accord, nous nous rencontrerons dans un endroit neutre à Belgrade après-demain soir. Imani a accepté. Elle n'avait pas de passeport international, mais Naomi a promis de résoudre ce problème en un jour. 2 jours plus tard, tous les 3, Imani, Kero et Naomi, étaient assis dans un restaurant d'hôtel à Belgrade, attendant Théron. Il est arrivé avec 1 heure de retard, l'air nerveux et regardant constamment autour de lui. Maxwell l'a salué Imani. Merci d'être venu. Je ne sais pas si je fais la bonne chose, a-t-il dit en s'asseyant à la table. S'ils découvrent que je vous ai rencontré. Qui sont-ils? Fierro et Casus. Oui, ils ont des gens partout. Ils savent tout ce qui se passe. Maxwell, raconte-nous tout depuis le début, a demandé Kero. Qui a vraiment organisé le braquage? Théron est resté silencieux pendant un long moment, luttant avec lui-même. Finalement, il a parlé. C'était leur idée depuis le début. Fierro m'a approché début 2016. Il a dit que la banque était dans une situation difficile. Les actionnaires exigeaient des résultats et il n'y avait rien à montrer. Et qu'a-t-il proposé? De mettre en scène un braquage. De prendre de l'argent sur des comptes qui seraient officiellement déclarés volés, mais en réalité de le diviser entre les participants de l'opération. Et où Kero est-il intervenu? Fierro a dit qu'ils avaient besoin d'un gestionnaire qui aiderait de l'intérieur. Kero convenait. Il avait des dettes. Il pouvait être soumis au chantage. Quelles dettes? Il contractait des prêts dans d'autres banques contre de faux certificats de revenus. Si cela sortait, il serait allé en prison pour fraude. Imani a regardé Kero. Il a baissé les yeux, coupable. Et pourquoi était-il nécessaire de mettre en scène ta mort? A demandé Imani à son mari. C'était aussi l'idée de Fierro, a répondu Théron. Il a dit qu'après le braquage, il y aurait une enquête, des contrôles. Si Kero était encore vivant, il pourrait commencer à le soupçonner. S'il mourait peu de temps avant le braquage, il serait une victime plutôt qu'un suspect. Mais pourquoi m'ont-ils piégé? Ce n'était pas prévu. Selon le plan, la mort de Kero était censée ressembler à un accident. Mais quand tu as été arrêté, Fierro a dit que c'était encore mieux. Moins de questions seraient posées. Imani a senti une vague de rage monter en elle. Ces gens n'avaient pas seulement volé des millions, mais ils avaient calmement regardé une femme innocente aller en prison. Et que s'est-il passé après le braquage? Nous avons partagé l'argent comme convenu, mais 6 mois plus tard, Fierro en a demandé plus. Il a dit qu'il devait être payé en plus pour le silence. J'ai refusé. Alors il a menacé de me livrer aux autorités. Et qu'as-tu fait? Je suis parti au Monténégro. Je pensais que ce serait plus sur là-bas, mais ils m'y ont trouvé aussi. Ils exigent que je remette tout ce que j'ai. Maxwell, a dit Naomi, as-tu des documents qui confirment le lien de Fierro et Casus avec le braquage? J'en ai. Je les ai gardés comme assurance, des enregistrements de conversations téléphoniques, des correspondances par email, des documents bancaires. Alors nous avons une chance, a dit Imani avec décision. Nous rassemblons toutes les preuves et allons voir le procureur simultanément aux États-Unis et au Monténégro.
Et s'ils nous trouvent d'abord? Ils ne nous trouveront pas. J'ai des contacts dans les forces de l'ordre, leur a assuré Naomi. Nous pouvons organiser une protection des témoins. Tyrone a accepté. Il n'avait pas le choix. Soit dénoncer les organisateurs du crime, soit se cacher de leur vengeance pour le restant de ses jours. Une semaine plus tard, Imani était assise dans le bureau de l'enquêteur du procureur à New York, faisant une déposition. À côté d'elle se trouvait l'avocat fourni par l'État, cette fois une personne expérimentée et intègre. Imani, a dit l'enquêteur en étudiant les documents. Les matériaux que vous avez fournis sont plus que convaincants. Votre affaire sera réexaminée aussi rapidement que possible. Et qu'en est-il des vrais criminels? Fierro et Casus ont déjà été placés sur une liste de recherche internationale. Leurs avoirs ont été gelés. Je pense qu'ils seront bientôt extradés vers les États-Unis. Et Kero et Tyrone? Ils ont accepté de coopérer à l'enquête. Considérant qu'ils se sont manifestés volontairement et ont aidé à découvrir un crime plus important, leurs peines seront atténuées. Un mois plus tard, le tribunal a officiellement reconnu Imani innocente du meurtre de son mari. L'affaire a été classée faute de preuves de crime. De plus, le tribunal a reconnu son droit à une indemnisation pour condamnation injustifiée. Le montant de l'indemnisation était de 8 millions de dollars, 1 million de dollars pour chaque année d'emprisonnement illégal. C'était une énorme somme d'argent pour Imani, mais cela ne pouvait pas ramener les années volées de sa vie. Fierro et Casus ont été arrêtés à Chypre et extradés vers les États-Unis. L'enquête a établi qu'ils avaient non seulement organisé le braquage de la Bank of the Americas, mais étaient également impliqués dans plusieurs autres gros casses. Ils ont été condamnés à de longues peines de prison. Kero a reçu une peine de 3 ans avec sursis pour participation à une fraude. Tyrone s'en est tiré avec 2 ans dans un établissement à faible sécurité. Les personnes qui avaient menacé Kero et empoisonné Victor se sont avérées être des mercenaires de Fierro. Après l'arrestation de leur employeur, ils ont disparu et n'ont plus été revus. Victor s'est complètement rétabli et a continué à travailler comme gardien au cimetière. Quand Imani est venu lui dire au revoir avant de quitter la ville, il a dit « Imani, merci de ne pas avoir abandonné. Si ce n'était pas pour toi, nous aurions continué à vivre dans la peur. Merci, Victor et Lumi. Si ce n'était pas pour ta fille, je n'aurais jamais découvert la vérité. » La petite Lumi a donné à Imani un nouveau dessin. Cette fois, la femme n'était pas à côté d'une tombe, mais marchait sur un chemin vers le soleil brillant. « C'est toi qui vas vers ta nouvelle vie, tante Imani, » a expliqué la fille. Imani a acheté à Victor et Lumi un studio près du cimetière et a acheté à la fille tout ce dont elle avait besoin pour l'école. Ils étaient devenus sa vraie famille, des gens qui croyaient en son innocence et l'avaient aidé à obtenir justice. Imani a transféré une partie de son indemnisation au centre d'aide juridique pour les condamnés à tort, où elle a également commencé à travailler comme spécialiste. Elle a compris qu'il y avait beaucoup de gens dans le pays qui, comme elle, étaient devenus victimes d'erreurs judiciaires ou de criminels. Tout le monde a droit à la justice, a-t-elle dit aux journalistes, et tout le monde a droit à une seconde chance. Kero est retourné en Turquie avec sa nouvelle famille. Avant de partir, il a rencontré Imani une dernière fois. « Pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé », a-t-il dit. « Je sais que les mots ne peuvent pas réparer ce que tu as traversé. Je te pardonne, Kero. Pas pour ce que tu as fait, mais pour avoir aidé à arranger les choses. Que vas-tu faire ensuite? Vivre. Vivre vraiment, pas juste exister. » Ils se sont séparés sans regret. L'amour qui les unissait autrefois était mort depuis longtemps. Mais à sa place sont venus la compréhension mutuelle et le pardon. Imani a déménagé à Manhattan et s'est entièrement consacrée au travail au centre d'aide juridique. Elle a trouvé de nouveaux amis, de nouveaux intérêts et un nouveau sens du but. Les 8 années volées ne pouvaient pas être récupérées, mais elle pouvait s'assurer qu'elles n'avaient pas été gaspillées en vain. Elena Vasquez est devenue sa plus proche amie et assistante au centre. Naomi a rejoint leur équipe en tant que détective privée spécialisée dans la recherche de preuves d'innocence. Au cours de la première année de travail d'Imani, le Centre de la Dernière Vérité a aidé à obtenir l'exonération de 17 personnes condamnées à tort. Chaque nouvelle victoire sur l'injustice apportait à Imani plus de joie que tout l'argent du monde. Un jour d'octobre, exactement 1 an après sa libération, Imani est retourné au cimetière de la ville, mais cette fois pas sur la tombe de Kero. L'homme inconnu qui avait enfin trouvé la paix et son nom, Dwayne Morale, y reposait désormais. Il avait été établi grâce à son tatouage qu'il avait servi dans la marine et avait disparu sans laisser de traces plusieurs années plus tôt.
Sa mère, qu'ils ont trouvée grâce au dossier militaire, a enfin pu dire au revoir à son fils. Imani est allé sur la tombe d'Ayana, la même femme âgée qu'il avait soutenue en prison, et a dit que la vérité remonte inévitablement à la surface comme l'huile sur l'eau. Merci, Ayana, a-t-elle dit doucement en plaçant des fleurs sur la modeste pierre tombale. Tu avais raison. La vérité a vraiment fait surface. À côté de la tombe se tenait un homme d'âge moyen dans un costume élégant. Voyant Imani, il s'est approché d'elle. Excusez-moi. Êtes-vous Imani Dio? Oui, je le suis. Et qui êtes-vous? Marcus King. Ma femme purge une peine pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. J'ai entendu parler de votre centre et j'aimerais demander de l'aide. Imani a regardé attentivement l'homme. Dans ses yeux, elle a vu la même douleur et le même désespoir qui l'avait autrefois tourmenté. Parlez-moi du cas de votre femme. C'est une longue histoire. J'ai le temps. Imani a souri. Tout le temps du monde. Ils ont marché vers la sortie du cimetière, discutant de la nouvelle affaire. Une voiture simple mais fiable les attendait derrière la clôture. Sur le siège arrière se trouvait un dossier avec des documents d'un autre cas d'erreur judiciaire. Imani s'est mise au volant et a regardé dans le rétroviseur le cimetière qui s'éloignait. Il y a 8 ans, elle avait quitté cet endroit en tant que femme brisée accusée de meurtre. Aujourd'hui, elle partait en tant que personne qui avait trouvé sa vocation et était prête à aider les autres dans la recherche de la justice. La voiture s'est éloignée, se dirigeant vers une nouvelle vie, de nouveaux cas et des victoires sur l'injustice. Et dans la poche d'Imani reposait toujours le petit médaillon de Sainte Thérèse, un rappel que la vérité triomphe tôt ou tard, peu importe la profondeur à laquelle ils essaient de l'enterrer.